Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis à la fois très fier et honoré de participer à ces conférences. Effectivement, c'était avec Jacques Chevalier, on se disait, tiens, ça serait intéressant de parler d'Émile Roux, parce qu'il n'y a pas de livre qui lui est consacré sur son œuvre scientifique, mais en revanche, il y a des données partout, il y a des articles partout, dont beaucoup d'ailleurs se contredisent l'un et l'autre. Alors, ça a été un petit peu difficile à c'était un petit peu difficile à mettre tout ça en ordre. Donc, alors, le docteur Émile Roux, célèbre, mais effectivement inconnu, et en particulier, ce qu'on ne sait pas, c'est tout ce qu'il a fait derrière, parce que c'était un homme qui était très humble, qui avait beaucoup d'idées, il travaillait beaucoup. Alors, comme beaucoup de nos présidents, il travaillait beaucoup et il dormait très peu, il dormait 4 heures par nuit. Donc, vraiment, ces gens sont tout à fait extraordinaires. Donc, ah, c'est moi, je peux faire. Ah, très bien. Voilà, alors, Pierre-Paul-Émile Roux, il est né en décembre 1853 à Confolens et il est mort à Paris en 1933, donc il a vécu très vieux, parce qu'à l'époque était extraordinaire, parce qu'il était non seulement très vieux, mais très malade, mais il a quand même réussi à tenir 80 ans. Il est né à Confolens et c'est sa région d'origine et il aimait toujours y retourner. C'était vraiment pour lui une région, enfin, c'était sa source. De son père, donc Jean Roux, qui était principal de collège, et sa mère, Marthe Pauline Pinto, qui était directrice de l'internat du collège, parce qu'à l'époque, ça se faisait comme ça. Comme le mari était directeur du collège, l'épouse était obligée de tenir l'internat. Bon, lorsque Émile est né en 1853, ils avaient déjà 5 enfants. Alors, on va parler de Marie, on parlera de Louis, on parlera de Paul. Alexandrine, on la retrouve nulle part. Claire, on la retrouve nulle part. Et on va parler aussi d'Émile et d'Henri. Et ils ont eu aussi 2 enfants morts en bas âge. Alors, à l'époque, on disait que l'enfant n'était pas avantageux, c'est-à-dire que bon, tout le monde pensait qu'il allait mourir à la naissance, mais pas du tout, il a résisté. Et en revanche, c'est son père qui est mort très jeune, hein. Son père est jeune, son père est mort à 50 ans, et c'est François et Marie Maumont, donc Marie Maumont, c'est sa sœur aînée, c'est la Marie qu'on voit dans la première, dans les enfants, là, qui est mariée à François Maumont. C'est eux qui ont pris en charge le jeune Émile et son frère Henri. Alors son frère Henri, ils étaient très liés, hein, tous les deux, parce qu'ils n'ont même pas un an de différence. Donc, ils étaient vraiment très, très liés. Je peux pas le trouver. Alors, sa jeunesse, oui, alors c'est ça. Le père est décédé et c'est François Moumont, donc le mari de sa sœur, qui vient d'être nommé à Aurillac, qui emmène avec lui Émile et son frère Henri. Bon, c'était un élève intéressant, il était un peu espiègle, il était un peu turbulent, il était un petit peu frondeur, bon, comme tous les élèves intéressants. Il travaille peu et il réussit très bien. Ce qui est original quand même chez lui, c'est qu'il lit Racine, j'allais dire il lit Racine dans le texte, hein. Il lit Virgile et c'est un accro de Jean-Jacques Rousseau. En 1870, François Maumont est nommé au Puy-en-Velay et Émile fera donc au Puy sa dernière année dans le secondaire. Et c'est là qu'il fait connaissance d'André Chantemesse. Tu le retrouveras ensuite à l'Institut Pasteur. Alors, la guerre de 1870, c'est un vrai déchirement pour lui. D'ailleurs, on le voit sur cette image, hein, il s'est engagé, il était dans la réserve, mais il est resté très peu longtemps. La guerre commence. Son frère aîné, Louis, qui avait fait quand même Polytechnique, qui était capitaine d'artillerie, est tué dans les combats tout de suite au début de la guerre. Et son deuxième frère, Paul, qui était sergent, a refusé de servir à la guerre. Il est déporté en Allemagne et il est décédé avant la fin du conflit. Donc, nous voilà avec un personnage qui haït les Allemands. Et ça allait bien avec Pasteur d'ailleurs, parce que comme Pasteur aussi n'aimait pas les Allemands, tous les deux avaient un peu cette fibre anti-allemande.
Et on verra que ça a posé un petit peu des problèmes. Donc, en 1871, il retourne seul à Clermont-Ferrand, et là, il est bachelier, et il se pose la question de la poursuite de ses études. Eh bien, la poursuite de ses études se fera en médecine parce que il veut connaître l'être humain. C'est pas forcément qu'il veut faire médecine, c'est pas forcément qu'il veut soigner des gens, mais il veut connaître l'être humain dans toute sa complexité. On peut passer à la diapo d'après. Voilà. Donc, il commence médecine. Bon, là, il n'est pas très enthousiaste, en fait, hein. Il s'inscrit en médecine à Clermont-Ferrand. Et comme il est tout seul, pour gagner sa vie, il va travailler comme préparateur de physique dans un lycée. Et ça, on verra qu'il a fait ça souvent. C'est-à-dire qu'en même temps d'avoir une activité principale, il a travaillé à côté, hein. Il était courageux. L'année se termine et son professeur de physique demande s'il n'accepterait pas de devenir le préparateur à la faculté des sciences d'un ami, monsieur Émile Duclos. Alors, Émile Duclos, on le connaît, il était élève de l'ENS dans le laboratoire de Pasteur et il a commencé une carrière d'enseignant, une carrière universitaire à Tours, à Clermont-Ferrand, où il a rencontré Émile Roux, puis à Paris. Et c'est celui qu'on appelle l'apôtre. Alors là aussi, on pourrait parler de lui. Il était appelé l'apôtre parce qu'il répandait les idées pastoriennes, en particulier la théorie des germes, qui, on se souvient à l'époque, hein, était une théorie extrêmement novatrice. Sur la diapositive suivante, il se passionne donc pour les travaux de Pasteur, la chimie. Donc, il a suivi Pasteur, hein. Chimie, les fermentations. Très bien. La chimie, les fermentations, la théorie des germes. Et là, il continue médecine, vaille que vaille, j'allais dire, parce qu'il fera médecin non pas en tant que médecin praticien, mais en tant que chercheur, parce qu'il est persuadé que ces réactions chimiques que Pasteur manipule vont permettre de guérir les maladies. Et puis en 1873, eh bien, c'est un petit peu comme souvent, hein, il s'aperçoit que la chimie n'offre aucune possibilité de carrière. Alors, il décide de continuer médecine, mais comme l'école de Clermont-Ferrand ne fait que 3 années de médecine, il est obligé d'aller ailleurs, donc il va rentrer, il va aller au Val-de-Grâce, il passe le concours, et là, il est reçu. Mais alors, le Val-de-Grâce, hein, manifestement, c'est pas très son truc, c'est décevant, les enseignants sont médiocres, c'est une vraie vie de caserne, remarquez, c'est normal, hein, c'était militaire, et c'est pas un gars qui se pliait à la discipline. Et il va dans la rue un jour rencontrer Chantemesse, qu'il avait déjà connu par avant. Il rencontre Chantemesse qui, lui, fait ses études à l'école de médecine de Paris, et non pas au Val-de-Grâce. Bien. On est en 1875, Pasteur donc, a continué ses travaux, donc il passait des cristaux aux fermentations, puis des fermentations aux maladies d'origine microbienne. Ça, tout le monde en a bien conscience. Tout le monde a bien conscience, mais pas à l'époque, puisque les maîtres du Val-de-Grâce, les professeurs du Val-de-Grâce, ne connaissent pas du tout cette évolution. Et Roux et Chantemesse sont passionnés. Donc manifestement, ça va poser un petit problème. Surtout qu'on lui demande de soutenir sa thèse en 1877. Donc, il avait préparé un sujet sur la rage, mais comme il considérait que ce n'était pas assez avancé dans les résultats, il refuse. Il refuse, il aimerait bien quitter le Val-de-Grâce. Seulement, pour quitter le Val-de-Grâce, il faut qu'il paye donc, ses années d'études. Et là, il ne peut pas. Alors, il va faire la forte tête, il va faire le rebelle. Il est mis au cajot et là, il est rejeté. Il est viré, comme on dit. Et donc, il a gagné, puisqu'en étant exclu du Val-de-Grâce, il n'a rien à payer. Voilà au moins quelque chose qu'il a avancé. Et il va pouvoir, comme il vient quand même du Val-de-Grâce, il peut s'inscrire à l'école de médecine de Paris. Et là, toujours pour pouvoir gagner sa vie, il devient répétiteur au collège Chaptal pour gagner sa vie. Mais il va quitter rapidement ce poste parce que, fortuitement, au quartier latin, il croise Duclos, donc il avait déjà vu, il croise Duclos et qui lui dit, mon cher ami, venez dans mon laboratoire
de l'Institut agronomique de Paris, et là, on va travailler ensemble. Il accepte bien volontiers, et tous les mardis, il va assister à la communication de Pasteur, qui fait donc tous les mardis une conférence sur ses travaux. Et là, il se fait connaître plus ou moins, il se fait remarquer par Pasteur, et Pasteur lui dit est-ce que vous ne voudriez pas venir travailler chez moi? Donc, il a la politesse de demander à Duclos. Et puis, donc, Roux dit ah, non, 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 je ne veux pas quitter Duclos, c'est lui qui m'a aidé. Bon, il n'a pas dit longtemps, puisqu'il s'est fait embaucher chez Pasteur extrêmement rapidement, en 1878, et il a 25 ans. Et Pasteur va l'employer. Alors, j'ai appris ça récemment, Pasteur n'employait à l'école normale supérieure, dans son laboratoire, que des gens à plein temps. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de faire médecine, enfin d'exercer la médecine à côté. Il fallait travailler à plein temps chez Pasteur. Et comme il était médecin, Pasteur lui a dit, bien, vous allez jouer le rôle d'inoculateur, puisque vous savez manipuler les aiguilles, etc. Puis Pasteur avait quand même besoin des médecins. Donc, il est embauché en tant qu'inoculateur, surtout qu'il avait remarqué qu'aucun des assistants de Pasteur à l'époque n'était capable de prélever une goutte de sang à l'oreille d'un lapin. Il paraît que c'était toujours un carnage et tout. Une fois que Roux est rentré, tout s'est retrouvé dans l'ordre. Alors, et de plus, avantage, c'est que Pasteur lui a prêté, loué une chambre qui était aménagée, vous voyez, sous les toits, il y avait des petites chambres. Alors maintenant, il réalise un peu son rêve. Il est chez Pasteur, à l'école normale supérieure, il a une chambre, et donc il va pouvoir travailler. Et c'est là qu'il va travailler avec Chamberland et Thuillier. Il travaille sur le choléra des poules, la maladie du charbon. Et il y a une idée qui trotte dans la tête de Pasteur, c'est que depuis Jenner et la vaccination contre la variole, qui date de 1791, hein, eh bien... 18. Non, 18. Pardon. 98. 98, excusez-moi. Mais j'en corrigerai, c'est sur le texte, c'est important. Bon, bien, rien ne s'est passé et Pasteur se dit, et ils ont eu cette idée commune avec Roux, cette idée d'immunité, il faut qu'on arrive à créer de l'immunité. Alors là, c'était avec la variole, mais on a des souches au laboratoire, on a des souches de choléra des poules en particulier, on a des souches de Bacillus anthracis. Ça serait bien qu'on puisse immuniser les animaux avec, mais comment faire? Et à partir de là, c'est une véritable obsession pour eux deux. Alors, donc, tout le monde connaît l'histoire, hein, fortuitement, ils avaient repiqué, Chamberland devait repiquer les souches du choléra des poules, parce qu'elle a une multocida pendant les vacances, il a oublié de le faire. Et là, en rentrant de vacances, eh bien, Roux a replié les souches en se disant bon, ça va être tout raté, on va avoir perdu les souches. Eh bien, non, au contraire, parce que ces souches ont repoussé, elles avaient été vieillies à 37 degrés à l'oxygène de l'air, et elles ne donnaient plus la maladie aux poules, elles ne donnaient plus le choléra des poules, et en plus de ça, elles protégeaient les poules, les animaux, elles le protégeaient de l'infection par des souches pathogènes, réellement pathogènes. Donc, ils en ont conclu que l'exposition de la souche à 37 degrés en contact avec l'air, alors je l'ai mis en gras parce que c'est quelque chose qui va revenir, avait fait perdre son pouvoir pathogène et avait permis l'immunisation de l'animal. Alors, soit dit en passant, ces souches de choléra des poules, elles avaient été envoyées par un obscur vétérinaire des Vosges, de Rouvres-la-Chétive, qui s'appelait Henri Toussaint, qui a envoyé ses souches à Pasteur en disant « Voulez-vous confirmer les résultats ?» Et il les a envoyés 6 fois de suite, parce que Pasteur, manifestement, dédaignait un peu ce qui venait de la province, jusqu'au moment où ces souches ont servi, puisqu'elles ont été capables d'immuniser les poules. Alors, là, on commence bien, et ce qui est important, c'est la maladie
maladie du charbon, qui était une maladie très importante et assez répandue aussi à cette époque. Et pourquoi ne pas, l'idée c'était pourquoi ne pas essayer de faire, comme avec la souche du choléra des poules, d'essayer d'atténuer d'atténuer les souches, de les injecter, et elles serviraient à immuniser. Sauf que là, le problème est quand même beaucoup plus difficile, parce que les souches de la maladie du charbon, eh bien, mises en évidence par Deven en 1850, puis par Koch en 1875, Robert Koch avait montré, lui, qu'il y avait à l'intérieur de ces bacilles des spores, et Koch avait fait toute une théorie sur le fait qu'il y avait un cycle qui se produisait entre la spore et les bacilles, et il avait tout à fait raison. Alors, ici, ce qui est important de voir aussi, c'est que ces spores n'apparaissent que lorsqu'elles sont repiquées sur des milieux de culture in vitro. En revanche, la bactérie ne sporule pas in vivo, ou très peu, chez les mammifères. Donc, nous voilà devant un autre problème, c'est Robert Koch, que Pasteur n'aimait pas beaucoup. On verra pourquoi après. Alors, Robert Koch, justement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cultivé le germe du charbon. Alors, dans le liquide d'un œil de bœuf, c'était bien parce que c'était stérile. Et ensuite, il a fait, c'est riche en nutriments, c'est stérile. Et ensuite, il a fait des isolements. C'est le premier à avoir fait des isolements. C'est-à-dire, s'il y a plusieurs types de souches, eh bien, on peut récupérer et purifier la souche du bacille du charbon. Et il a inoculé ce germe purifié à des souris, à des lapins, et il a transmis la maladie du charbon. Alors là, c'était, je veux dire, euh, tout à fait extraordinaire. C'est la première fois qu'on était capable de prendre des bactéries qui avaient donné une maladie, de l'extraire, de la purifier, de la réinjecter, et ça redonnait la maladie. Donc là, on voit apparaître les postulats de Koch. Bien, alors évidemment, Pasteur est fort mécontent parce qu'il avait dans la tête de le faire, il avait l'idée de le faire, mais il n'a pas eu le temps de le faire. Koch lui est passé devant et il a fait donc ces manipulations. Il est furieux et en plus de ça, c'est comme il disait un petit médecin allemand d'une obscure ville d'Allemagne qui avait découvert avant lui. Alors, il est furieux et il se dit, le pasteur, il se dit, bon, je vais le faire avec ma technique à moi. Lui ne pratiquait pas les isolements, il pratiquait les purifications sur des tubes, sur une dizaine de tubes. Il mettait une goutte de culture. Alors, c'était des tubes d'urine à l'époque, hein, c'est un excellent milieu de culture aussi. Et il passait une goutte, il laissait pousser une goutte dans un tube, une goutte, etc. Et au bout du 10e repiquage, il considérait qu'il n'y avait plus que la souche pure à l'intérieur. Il l'a injecté à un lapin qui est mort du charbon. Il est à la même conclusion que Koch. Il a présenté ses résultats à Londres, mais il n'a pas du tout parlé de ce qu'avait fait Koch avant. Il a faim d'ignorer les résultats de Koch. Ce qui fait que maintenant, on se retrouve avec un Pasteur pas content et un Koch pas content. Là où ça va être, cette fois-ci, on va aller un peu plus en avant et c'est là que Roux va intervenir parce que jusqu'à maintenant, mis à part repiquer les souches, bon, c'est intéressant, mais là, il va avoir un rôle important puisque en Beauce, là où il y avait beaucoup de charbon, Pasteur avait imaginé que dans les champs maudits, c'était en fait les spores résistantes des animaux qui avaient été enfouis qui remontaient à la surface, et il a eu l'idée que cette remontée à la surface pouvait se faire par les vers de terre. Donc, Roux s'est pris par la main, a fait des prélèvements de sol, a fait des prélèvements de vers de terre, et il a retrouvé effectivement des spores de bacillus
sur les vers de terre. Donc, l'intuition qu'avait eue Pasteur était la bonne. Et voilà qu'intervient Toussaint. Alors là, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué. Donc, en simplifiant au maximum, c'est Henri Toussaint qui lui avait déjà envoyé des souches de choléra des poules. Lui aussi travaillait sur la maladie du charbon. Et il a constaté qu'il était effectivement très difficile d'atténuer une souche de charbon pour en faire une souche capable d'immuniser. De leur côté, Pasteur, Chamberlain et Roux ont montré que si on cultivait la souche à 43 degrés, eh bien, la virulence était atténuée, mais qu'elle pouvait reprendre son pouvoir pathogène extrêmement rapidement. Maintenant, on sait, alors eux ne savaient pas ce qui se passait, maintenant on sait que c'est à 43 degrés, il y a un plasmide, le plasmide de la capsule qui ne s'exprime pas, donc la souche est plus facilement phagocytée, donc elle est moins pathogène, mais dès que la capsule revient, on se retrouve au point de départ. Donc on ne peut pas en faire un vaccin. En 1880, néanmoins, Henri Toussaint donne un prix cacheté à l'Académie des sciences et il montre qu'il a réussi, lui, à immuniser des animaux, des chiots, des moutons en particulier, dans un pli cacheté à l'Académie des sciences. Bien. Mais c'était tellement extraordinaire pour l'époque qu'on lui a demandé expressément d'ouvrir cette enveloppe et de dévoiler le principe, ce qu'il a été obligé de faire. Et lui, ce qu'il faisait, il prenait du sang animal, du sang d'un animal malade, donc avec très peu de sport, parce qu'il le prenait in vivo, et il le défibrinait, il le chauffait à 55 degrés pour 55 degrés pour détruire les bactéries, et il a ajouté donc dans le pli un petit peu d'acide phénique. Et cet acide phénique, cet antiseptique, permettait d'inhiber les spores. Alors là, quand on lit les choses, c'est pas très clair, mais quand on va rechercher les textes originaux, on s'aperçoit qu'effectivement que dans le pli, il ne parlait pas de l'acide phénique. Tout le monde savait qu'il en mettait, mais il ne l'avait pas marqué expressément. Donc, son procédé est connu à partir d'août 80, donc même si l'acide phénique n'était pas mentionné dans le pli. Alors après, on va se retrouver avec Pasteur et les expériences de Pouilly-le-Fort. Donc, bon, tout le monde connaît l'histoire des animaux, une première, donc des boutons, une première injection de vaccin, puis quelques jours après, donc une deuxième injection de vaccin, puis troisième jour, on injecte la bactérie virulente sur un lot et sur un lot témoin. Et là, la réussite est totale. Les animaux ne meurent pas lorsqu'ils ont été vaccinés, et en revanche, ils meurent s'ils ne sont pas vaccinés. Donc, Pasteur a enfin obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire un vaccin. Un vaccin. Bon. Alors, c'est là que commencent les choses commencent à se gâter, puisque Roux a montré que le chauffage à 55 degrés dont parlait Toussaint dans son pli ne suffisait pas à faire un vaccin, mais il s'est gardé de dire qu'il y avait évidemment un antiseptique avec. Donc, il feint d'ignorer qu'il y a un antiseptique, et cet antiseptique, c'est lui qui inhibe et détruit les spores. Donc, il va accuser Toussaint d'être un ignorant, en disant même de Toussaint qu'il n'a jamais su faire une culture pure. Donc voilà un Roux, je vais dire agressif, pas celui qu'on connaît et qu'on connaîtra après, hein, qui a rarement été comme ça, puisque même Pasteur en a rajouté en disant Chamberlain et Roux sont encore plus mécontents que moi du peu de délicatesse scientifique de M. Toussaint. Toussaint est malade, très laborieux, sans probité scientifique. C'est vrai qu'il est décédé quelques temps après, il était très malade.
Il n'empêche qu'il avait réussi, avant Pasteur, à faire un vaccin contre la maladie du charbon. Et Pasteur disait bien, c'est un procédé qui consiste à cultiver les souches à 43 degrés, il reste sur son 43 degrés, et sur le vieillissement de la souche en présence d'oxygène de l'air. C'est la méthode dite pastorienne, entre guillemets, celle qui avait servi au choléra des poules. Mais tout le monde sait que dans ces cas-là, ça ne peut pas marcher. Et tout le monde le sait. Alors, dans la réalité, quand on lit bien tous les papiers, le vaccin de Toussaint, c'est donc du sang charbonneux qui contenait des bacilles pathogènes, avec très peu de spores puisqu'il les prenait in vivo, défibrinés, chauffés à 55 degrés pour détruire les cellules végétatives, tuer les bactéries. Donc, on perd toute pathogénicité et il ajoute de l'acide phénique pour inactiver complètement les spores encore présents. Ça, c'est le vaccin de Toussaint. C'était ce qu'il y avait dans le pli. Celui de Pasteur, en fait, c'est une souche cultivée in vitro, donc il y avait beaucoup de spores à l'intérieur, mais en présence de bichromate de potassium qui empêche la formation des spores et inhibe les bactéries. La méthode avait été mise au point par Roux et Chamberlain, plus ou moins secrètement, en tout cas pas dit, et c'est bien Roux et Chamberlain qui ont sauvé la réputation de Pasteur, parce que si on avait su que Pasteur avait copié, pris, s'inspirer très fortement des résultats de Toussaint, évidemment, ça aurait fait très mauvais effet pour Pasteur qui n'aimait pas du tout ça. Alors en plus, après, il y a eu des aveux, après ça s'est su. Ce vaccin de Pasteur n'a été dévoilé qu'en 1883 par 2 notes successives, mais sibylline comme ça passait rapidement, qui étaient écrites par Roux, qui devait en avoir quand même un petit peu embêté. Donc, qui dit avoir testé des souches de bactéries charbonneuses en présence de bichromate, de potassium et d'acide phénique, et que cela fonctionnait pour faire des vaccins. Donc, Roux a avoué qu'ils avaient bien mis un antiseptique. Enfin, Non, que non, son. Je ne sais pas comment j'ai ça y fait. est, ça y est, ça y est. Voilà, pardon. Voilà. Et on l'a su ensuite après par le neveu de Pasteur en 1938, donc beaucoup plus tard, où Adrien Loire écrit le vaccin anticharbonneux était préparé à partir de culture de bactéries dites dans un bouillon additionnel, une solution 1,2 de bichromate de potassium. Les bactéries ainsi cultivées perdent leur pouvoir sporulant, inutiles de leur virulence. Donc, il a inventé un vaccin. Je me suis Bon, ça, procuré. Je vais essayer de couper le son. Ouais. Coupez votre micro, s'il vous Monsieur, plaît. Monsieur Guégan ou Madame Guégan, vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît. Alors, un jour, sur une brocante, j'ai réussi à me procurer le cours de l'Institut Pasteur de 1930, avec tous les protocoles dessus. Et nommément, dans ce cours, il y a marqué comment faire un vaccin avec le charbon, et c'est bien du bichromate de potassium, eau de vie, etc. Donc, ça y est, maintenant tout le monde est au courant. C'est passé. Mais Roux a joué là aussi un rôle très important. Ah, bon. Alors, après charbon, la rage. Alors, c'était le sujet de prédilection d'Émile Roux. Il insistait plus ou moins vis-à-vis de Pasteur, hein, il faudrait faire un vaccin contre la rage. Et lui, il voyait l'avantage, en tant que médecin, il voyait l'avantage que, comme c'était une maladie qu'on retrouvait chez l'animal et chez l'homme, on pourrait donc mieux étudier ce qui se passe chez l'animal pour ensuite soigner chez l'homme. Mais c'est une maladie peu fréquente, mais seulement c'est une maladie qui provoque la terreur parce qu'on y meurt dans des souffrances absolument terribles. Alors, l'avantage, en ce qui concerne le vaccin, c'est que les symptômes apparaissent très tardivement après la morsure, 1 mois, 2 mois, voire 6 mois après la morsure. Donc, si on veut agir, si on peut agir avec un vaccin, on peut le faire pendant cette période de latence.
Bien évidemment, ils n'ont observé le germe nulle part dans la salive, une mise en culture, ça ne poussait pas, puisque c'est un virus, ça, ils ne pouvaient pas le savoir. Donc, pour eux, il n'y a pas le germe, mais manifestement, c'est infectieux. Et Pasteur penche pour la théorie nerveuse, c'est-à-dire que le nerf qui a été mis à nu au moment de la morsure fixe le virus qui se dirige alors sur la moelle épinière et ensuite jusqu'au cerveau. Roux passe enfin sa thèse. Alors, il va passer sa thèse sur la rage et il faisait des injections sous-arachnoïdiennes de la moelle d'un animal infecté. Ensuite, il trépanait les chiens et comme ça, il a bien pu suivre, en mettant le virus directement en contact avec le système nerveux et en trépannant l'animal, il a pu voir que la théorie de Pasteur était la bonne. Donc, il passe sa thèse, il soutient sa thèse, qui s'appelle De nouvelles acquisitions sur la rage. Donc, en 1883, il faut bien avouer que comme il n'y avait que lui qui connaissait ce sujet, les autres lui ont dit, nous n'avons qu'à apprendre de vous, donc il a été reçu brillamment. Les autres étaient bien au-delà enfin, le Roux était bien au-delà des connaissances. Et puis là, un drame affreux ensuite s'est produit, c'est en 1883, Pasteur qui envoie Roux, Nocard, Strauss et Louis Tullier en Égypte, où vient d'éclater un foyer épidémique de choléra. Ils ont pour mission de repérer la bactérie, de la suivre, de l'isoler, de l'apprendre, de l'isoler, de l'étudier. Et malheureusement, Tullier a contracté la maladie, il est mort extrêmement rapidement. En une nuit, il est mort, donc le 18 septembre 1883. Et c'est là où il y a quelque chose d'intéressant qui s'est produit, c'est que Koch était aussi sur les lieux, il étudiait la maladie. Tous les notables d'Alexandrie étaient à l'enterrement, Koch était là, et Koch a même prononcé un discours en portant des couronnes de laurier, et il disait en déposant ces couronnes sont bien modestes, mais elles sont de laurier, celles que l'on donne aux glorieux. C'est-à-dire qu'il a rendu un hommage très fort, très puissant à Tullier. Bon, Roux a eu d'énormes difficultés à s'en remettre. Hein. Il était très, très, très marqué. Pasteur aussi, mais moindre, pour d'autres raisons, pour des raisons de responsabilité et autres. Alors, Roux, pardon, veut étudier ce germe de la rage, et comme le choléra des poules, parce que c'est toujours là, on revient toujours à la même chose, hein, on va faire vieillir la souche à l'air, et on va voir si elle perd ses capacités pathogènes pour pouvoir être immunisante. Alors, Roux avait fait un système avec un tube, mettait la moelle d'un lapin infecté dedans, c'était aéré, bon, c'est très bien. Et puis, un jour, Pasteur l'a découvert, un peu fortuitement, et puis il s'est servi de ce modèle pour faire son propre modèle. Et là, ça n'a pas du tout plu à Roux. Il est resté vexé, il n'est plus venu travailler sur la rage, et les hommes ne se sont pas parlé pendant très très longtemps. Ils étaient brouillés, ils étaient vraiment brouillés l'un et l'autre. Mais Pasteur, alors Roux ne continue pas, en revanche Pasteur, lui, continue, et il a vacciné le jeune Joseph Meister, dont tout le monde connaît l'histoire, hein, un petit Alsacien de 9 ans qui avait été mordu par un animal enragé. Et le vaccin de Pasteur, c'était de la moelle séchée pendant 15 jours, en injection le premier jour, puis séchée pendant 14 jours, puis 13 jours, puis 12 jours, etc., jusqu'à la dernière injection 15 jours après, avec de la moelle non traitée, non vieillie. Et comme là, on est pendant la période d'incubation, donc c'est là où je vous disais tout à l'heure, c'est intéressant, on est dans la période d'incubation, eh bien, il y a eu une réponse immunitaire qui s'est faite et le vaccin a fonctionné. Alors, il faut avouer qu'avant, ils avaient fait une cinquantaine de fois ce vaccin chez le chien.
Donc c'est le docteur Joseph Grancher, pédiatre à l'hôpital des enfants malades, qui a fait les injections et non Roux. Ça aurait dû être Roux puisqu'il était embauché pour ça. Mais comme il était fâché, il boudait, donc c'est pas lui qui a fait. Et il a été il a tellement boudé qu'il a même pas voulu signer la publication originale de ce vaccin. Donc il ne signe pas la communication à l'Académie des sciences. Alors ensuite, c'est Juppy qui est le second vacciné avec ce vaccin. Alors, juste pour la petite histoire, Joseph Meister et Juppy ont été ensuite embauchés lorsque l'Institut Pasteur a été créé. Et c'était un peu une tradition parce que moi-même, quand je suis rentré à l'Institut Pasteur, je me souviens, le gardien était un ancien lépreux. Donc, il gardait comme ça, et c'était, enfin, humainement parlant, c'était quelque chose qui était tout à fait intéressant. Et autre histoire, Joseph Meister, alors, et Pasteur était quand même bien content parce qu'il avait réussi à vacciner un Allemand, plutôt moins un Alsacien, que les Allemands voulaient nous prendre. Donc, il jubilait, il était content. Mais ce petit Joseph Meister, lorsque la guerre de 14 a débuté, il s'est suicidé, il n'a pas eu le courage de... Bien. Alors, Pasteur fait évidemment une publicité démesurée, hein, comme il savait faire pour son vaccin. Il y a même des Américains qui viennent, il y a des Russes qui viennent. En fait, il vient, il est débordé, et là, les locaux de la rue d'Ulm sont beaucoup trop petits, les malades sont trop nombreux, donc Pasteur décide de faire un institut, et il en fera un centre de soins pour la rage, un centre et de recherche. Et puis voilà que nos deux hommes se réconcilient. Roux, en fait, était très affecté parce qu'il aimait beaucoup Pasteur, il y avait une affection filiale entre les deux, et en plus de ça, une véritable vénération de main de Pasteur. Donc, tout s'est repris, et Roux a été chargé de faire les plans du futur Institut Pasteur. Et là, il rencontre Yersin. Alors, Yersin, qui lui voulait travailler, donc il travaillait à l'Institut Pasteur, et qui voulait travailler sur une autre maladie qui s'appelait la diphtérie et qui pensait être plus importante parce que les gamins mouraient par dizaines de milliers. C'est pas comme la rage. La rage, il y avait des cas, quelques cas. Le charbon, c'était surtout animal. Tandis que là, on est sur une maladie très importante. On l'appelait la terreur des mères parce que dès que quelqu'un était atteint par la bactérie, en général, l'enfant mourait. Bien. Alors, Roux se laisse convaincre. Il commence à travailler sur la diphtérie et fait une constatation tout à fait importante, c'est-à-dire que le germe qui reste localisé au niveau des fausses membranes, manifestement agit à distance sur le système nerveux central par un poison qu'il a à ce moment-là appelé une toxine. Il ne faut pas oublier que Roux voulait être chimiste au départ. Hein, bon, donc, il avait gardé des bons réflexes de chimie. Et là commence un va-et-vient entre l'équipe pasteurienne, Roux et Yersin, et l'équipe de Koch, Behring et Kitasato. Alors, c'était les uns trouvaient quelque chose, les autres trouvaient quelque chose. En fait, ils ont travaillé, j'allais dire, presque en harmonie. Donc, tout ce qui est en orange, c'est Roux et Yersin. Tout ce qui est en vert, c'est Behring et Kitasato. Donc, Roux et Yersin confirment bien que c'est la bactérie qui est dans les fausses membranes qui avait été décrite par Klebs et qu'ils ont réussi à cultiver sur du sérum de bœuf coagulé. C'est bien cette bactérie qui donne la diphtérie. Et le bouillon qu'on a filtré, donc dans lequel il n'y a plus de bactéries, est bien capable de tuer les animaux, donc la toxine est là. Donc, ils ont bien mis en évidence la toxine. De leur côté, Behring et Kitasato montrent que la toxine injectée à des concentrations faibles, non mortelles, peut induire une immunité. Alors, vous voyez, quelqu'un trouve la toxine, eux, ils trouvent que ça peut induire une immunité. Roux et Yersin isolent cette fois-ci physiquement la toxine diphtérique. Kitasato
qui travaillait, donc, je rappelle, hein, chez Behring et chez Koch, identifie, lui, la bactérie responsable du tétanos, et avec Knut Faber, ils isolent la toxine. Donc, on se retrouve avec deux maladies à toxine. Cette toxine à dose non mortelle protège, elle aussi, contre des doses mortelles. Donc, elle sert, si vous voulez, de pouvoir immunitaire. Ensuite, chez les Allemands, le sérum des animaux protégés est capable de neutraliser l'action de la toxine. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été malade, dont on prend le sérum, et que si le sérum, on traite avec ce sérum des personnes malades, eh bien, elles ne prennent pas la maladie. Ce sont donc des antitoxines. Seulement, il faisait les antitoxines chez le lapin et le chien. Donc, chez les animaux qui font des toutes petites quantités. Et c'est là où Roux et Nocard, eux, se disent, puisqu'il faut des plus grandes quantités pour traiter l'homme, on va le faire chez le cheval. Donc, ils produisent des grandes quantités d'antitoxines chez le cheval. Et donc, ils ont fait cette application chez l'homme, et c'est ce qu'ils ont appelé la sérothérapie. On appelle maintenant la sérothérapie. Et testé sur 300 enfants à l'hôpital des enfants malades, la mortalité est passée de 50%, puis de 25%, et on verra qu'un peu plus tard, elle est passée à 10%. Succès complet, Roux va présenter ses résultats au congrès de Budapest. Pasteur continue à faire sa publicité, et le journal Le Figaro récolte des fonds suffisamment importants pour pouvoir acheter des chevaux. Et par exemple, ils avaient quand même 136 chevaux avec 1 million de francs récoltés. Donc ça, c'est une photo qui est célèbre, mais c'est tout de suite après, c'est au retour du congrès de Budapest, où on voit Pasteur au milieu, et à sa droite, c'est à la gauche pour nous, on voit Émile Roux. Donc voilà notre Émile Roux, et donc le sauveur des enfants, puisqu'il est capable de guérir la diphtérie. Il faut quand même remarquer que ce n'est pas un vaccin, c'est de la sérothérapie. Le vaccin a été mis au point par Gaston Ramon en traitant la toxine avec du formol et de la chaleur pour transformer en anatoxine. Ils ont fait aussi de la sérothérapie antitétanique qui a servi en prévention pendant la guerre, puisque ça ne marche pas en traitement, mais ça marche en prévention. Et Roux, qui était chargé de faire l'Institut Pasteur, le voilà maintenant constructeur. Il fait les plans des bâtiments, il fait les bâtiments, il fait le plan des circuits, de l'eau, de l'électricité et tout. Enfin, vraiment, l'homme a tout faire, le technicien a tout faire. Et cet Institut Pasteur a été donc inauguré en 1888 sur les 3 bases. Enfin, au départ, il y avait 2 bases, c'était traitement de la rage et centre de recherche. Et Pasteur a rajouté un 3e centre, qui est le centre d'enseignement pour les études qui relèvent de la microbie. 6 services, et le responsable de la microbie technique, c'est donc M. Roux. Il est responsable du cours, c'est ce qu'on a appelé le cours de Roux, puis après on l'a appelé le cours de microbiologie. Mais ce qui est important, c'était le laboratoire de l'époque, hein, c'est la salle de TP. Et dans cette salle de TP, il y avait tout le matériel dédié. Alors c'est qu'il y avait les tubes de Roux, les pipettes de Roux, les boîtes de Roux, les études, etc. Et tout était fait, je vais dire, nickel, et le cours de trisannuel est passé bisannuel, puis annuel. Voici tous ceux qui ont participé au premier cours. Donc, on voit Roux au premier rang à côté de Metchnikov qui a la barbe qui est à sa gauche. Cours de microbie technique. Là, j'accélère un petit peu. Ça va, il me reste un quart d'heure près dans les dents. Donc, ils viennent y participer des médecins, des vétérinaires, des pharmaciens, des scientifiques de tous les pays. Roux tombe malade, il est remplacé au pied levé pendant ses absences par Calmette. Avec Calmette, il y avait une très forte connexion entre Roux et Calmette. Le cours a été interrompu pendant la guerre, puis il a repris, c'est appelé le cours de microbiologie, puis le grand cours.
et c'est René Legroux qui a repris ce cours ensuite en 1920. Un cours très complet. Ensuite, Roux a été nommé directeur de l'Institut Pasteur. Alors, c'est surtout pour ça qu'on le connaît. Alors là, vous voyez, il est à son bureau. En fait, c'est dans l'économat. Il aimait bien. Il était caché dans un coin. C'était pas du tout le bureau pastorien. Mais il aimait bien là. Donc, il a pris la direction de l'Institut Pasteur. Et il y est resté jusqu'à sa mort. En 1933, il est mort directeur de l'Institut Pasteur. Il arrête ses propres recherches, puisque effectivement, cette fois-ci, il n'a plus le temps. Mais scientifiquement parlant, il participe toujours aux travaux de ses collaborateurs, tétanos, syphilis, tuberculose, pneumonie, et il dirige tout à l'Institut Pasteur, que ce soit tout ce qui est au niveau scientifique et au niveau administratif. Pendant la guerre de 14, l'activité de recherche s'interrompt, et là aussi, c'est un maître au crédit d'Émile Roux. Il a mis toute son expérience et tous les moyens d'Institut Pasteur à la disposition de la santé militaire. Il a créé des laboratoires au sein des armées avec 3 microbiologistes, un chimiste. Ils ont produit des quantités énormes de sérums antitétaniques, gangrèneux, dysentériques, mis au point du vaccin anti-typhoïdique. Et c'est aussi pendant son mandat, j'allais dire, qu'il a créé l'Institut Pasteur de Lille, avec Calmette comme directeur, puis des multiples filiales à Alger, Bruxelles, Brazzaville, Fort-de-France, etc. Une activité pastorienne, là, tout à fait extraordinaire. Et puis, un jour, lui vient l'idée de créer l'hôpital Pasteur. Alors, l'hôpital Pasteur, c'est un hôpital, je crois qu'il n'existe plus, Non, il est fermé. il est fermé. Il est fermé depuis D'accord. 20 ans. D'accord. Donc, il a fait l'hôpital Pasteur. C'était un hôpital tout moderne avec toutes les techniques de soins modernes et surtout tout ce qui découlait de la théorie des germes, les méthodes d'hygiène. C'était des sœurs, les sœurs de la congrégation Saint-Joseph de Cluny qui étaient infirmières, et une boutade qui court et qui dit que Roux voulait vérifier chaque matin si elles prenaient bien leur bain comme il fallait pour pas qu'elles transportent trop de germes dans l'hôpital. Et aussi, on a aménagé pour lui une chambre dans cet hôpital pour lui, si jamais il en avait besoin. Alors, avoir besoin peut-être, puisque au niveau de la santé, c'était pas terrible. Au départ, c'était un homme fort, hein, il était cavalier, il tirait bien et tout, mais tout s'est dégradé au retour d'Égypte après la mort de Tullier, extrêmement faible, il était abattu, et c'est là qu'il a pris des fièvres, et il crachait du sang, donc une hémoptysie. Il était dans sa mansarde à ce moment-là, rue d'Ulm. Et c'est là qu'on le transporte chez Elie Metchnikov, qui lui avait un bel appartement dans Paris, et c'est sa femme, elle vient, Olga Metchnikov, qui l'a soigné. Toute sa vie, il a eu des poussées de congestion pulmonaire, il crachait du sang, il restait couché 12 heures par jour, il vivait d'une façon monacale, il était très handicapé par sa maladie, mais il a toujours résisté et il a toujours travaillé. On pense que c'était de la tuberculose, mais jamais ils n'ont réussi à extraire un bacille de Koch de chez lui. Deuxième alerte en 1890, et là, il est soigné par une autre dame qui s'appelle Marie de Lettres, pendant plusieurs semaines. Il a eu des poussées difficiles, il est devenu très faible, il s'est fait remplacer pour son cours, et c'est là qu'il a repris un petit peu l'atavisme familial, c'est-à-dire qu'il est devenu extrêmement violent, en particulier contre sa sœur qu'il soignait, mais contre Marie de Lettres, en revanche, il était plus utile. Donc là, on est devant un Roux qui est un petit peu plus difficile. Et puis, miraculeusement, en 1899, il renaît, il reprend ses activités. Bon, il est opéré de la prostate, mais ça n'a pas changé grand-chose. Et puis, il rechute et il a succombé paisiblement en 1933 à 80 ans. Et ses dernières paroles furent « Mais que fait-on dans les laboratoires? Il faut travailler. » Donc, toute sa vie a été sur ce thème. Alors, le caractère, il était intéressé partout. Il lisait les journaux, il suivait sérieusement la politique, il admirait beaucoup Clémenceau. Bon, comme lui, il était passionné par l'affaire Dreyfus, il n'aimait pas les Allemands. Bon. Et il disait même de Bering,
qu'il éprouvait pour lui une certaine sympathie. Il disait le savant allemand, il faudrait pouvoir lui extirper de lui sa race et l'enlever à son pays. Donc, vous voyez, bon. Il disait presque rien. Là, il est dans une petite commune de l'Ain, à Césarieux, où il allait passer toutes ses vacances chez sa sœur, Maumont, Marie Maumont, donc sa sœur aînée, et c'est là qu'il passait toutes ses vacances. En fait, il vivait extrêmement simplement. Et c'est là, alors ça, c'est une histoire un petit peu aussi, qu'on connaît mal, Roux et les femmes. Alors, il n'était pas marié, hein, tout le monde sait très bien que Roux n'était pas marié, mais qu'il avait besoin des femmes. Mais tout ça restait une discussion absolue. Alors, ça, c'est dans le livre de sa nièce, Marie Cressat, qui est un livre très, très intéressant. Elle nous dit qu'il a rencontré une dénommée Marie, qui était anglaise, que personne ne connaissait, mais manifestement, il était bien avec elle. Et son origine britannique et sa beauté aristocratique l'auraient bouleversée. Elle serait morte dans les années 80 de tuberculose. Mais dans la réalité, c'était pas du tout, elle s'est trompée, hein, sa nièce. En fait, c'est une femme qui s'appelait Rosanna Shedlock. Elle était étudiante en médecine à Édimbourg, mais comme les femmes à Édimbourg ne pouvaient pas passer le diplôme de médecine, elle est venue en France. Et c'est là qu'elle a rencontré Roux lorsqu'elle est rentrée dans le laboratoire de Duclos. Donc c'est là qu'ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés, ils se sont mariés dans le plus grand secret, personne ne l'a jamais su. Donc le 8 août 1878, et elle est morte très peu de temps après de tuberculose. Alors vous voyez, elle est morte de tuberculose, et lui il avait la tuberculose. Bon, je c'est pas obligé que ce soit une relation, mais bon. Euh, euh, et ça, on le sait qu'il s'est marié parce qu'on a retrouvé le certificat de mariage. Hein. Le certificat de mariage a été retrouvé, il l'avait dit à personne. Ils sont pas mal, ils sont pas restés mariés longtemps. Et il n'a jamais plus voulu se remarier. Je ne me marierai pas, disait-il, parce que le mariage pour l'homme est anormal. Bon. En tout cas, à chaque fois qu'il allait en Angleterre pour recevoir un prix ou un congrès ou autre, il réussissait toujours à se mettre sur le côté et à discrètement partir 1 heure ou 2 pour aller sur la tombe de sa première épouse. Et une autre femme qu'il aimait beaucoup, c'était Olga Metchnikov. Donc là, on voit Elie Metchnikov et son épouse. Vous savez, c'est elle qui l'avait soignée lors de sa première crise. Il parlait de ses épaules éblouissantes. Et elle était peintre, elle était artiste peintre, elle était scientifique. Et finalement, il s'aimait bien, c'était une belle femme. Et elle acceptait d'être en fait toujours derrière sa rivale, l'autre femme dont on a parlé tout à l'heure, qui était Marie de Lettres. Mais il n'empêche que Roux passait la voir tous les soirs en sortant du laboratoire. Et ceci, sans... Alors ça, c'est les peintures d'Olga Metchnikov, hein, c'était une artiste importante. Et ceci sans que ça ne nuise ni à sa relation avec Metchnikov, parce que tous les deux s'aimaient bien, ni au couple de Metchnikov. Bon, Roux était là, en troisième position, mais tout le monde s'entendait très bien de cette façon. Puis l'autre femme, c'était Marie de Lettres. Bon, c'était la femme de Charles de Lettres, qui était professeur de lettres. C'est un jeu de mots, mais qui n'est pas fait exprès. Hein. Bon, c'était une jolie femme, mais un peu forte, un peu bien en chair, comme on dirait maintenant, mais dont le mari était malade. Il avait de l'ataxie, et lui admirait beaucoup Roux parce que c'était un médecin et qu'un jour, peut-être que Roux trouverait quelque chose pour le guérir, mais sa femme, par derrière, disait il est inapte à l'acte conjugal. Donc, l'acte conjugal, elle préférait le faire avec Émile Roux, c'était tout à fait évident. Donc, elle voulait conquérir Émile Roux. Bon, elle était peu intelligente, pas de culture, mais il l'aimait bien et ils se sont aimés. Et c'est même lui qui a assisté à sa mort en 1930. Hein, il lui a fermé les yeux. Et il fut fidèle à ces deux femmes pendant près de 50 ans. C'est quand même, et sans qu'on le sache. Il a eu droit à des obsèques nationales alors qu'il n'en voulait pas, puisqu'il voulait toujours rester extrêmement simple. Elles furent célébrées à l'église Notre-Dame le 9 novembre 1933. Bon, tout le monde sait que ça tombe dans la cour d'Institut Pasteur avec la statue. Et c'est après l'enterrement de Pasteur le deuxième plus grand enterrement de l'époque.
il y avait un monde incroyable. Pasteur en avait un peu plus. On ne va pas se disputer le nombre de participants à son enterrement. Eh ben non, ben voilà. Ah si, juste là, voilà. Donc, il y a plein de bouquins, il y a plein de trucs. Ce qui est intéressant, c'est Pasteur et ses lieutenants que tout le monde connaît, l'Institut Pasteur. Le docteur Roux, mon oncle de Marie Cressac, là où on trouve plein de choses. 3 jours en Angleterre, c'est là où on voit qu'à chaque fois qu'il partait en Angleterre, il allait sur la tombe de sa femme. Et puis, les aventures scientifiques de Poitou-Charentes, puisque donc c'était là-bas. Et là aussi, on découvre, il était là-bas. Et là, on découvre aussi qu'il aimait beaucoup ce pays. Suis-je dans les temps? Oui, tout à fait. Bravo. Merci pour cette biographie très complète, finalement, d'Émile Roux. Et je pense que ça vaut le coup quand même, ce serait bien d'approfondir. Sur les grandes découvertes d'Émile Roux, c'est bon. Bien sûr, la sérothérapie. Il est connu pour ça. Oui, mais c'est justifié parce que Oui, c'est la tout à première fait. fois qu'on traitait une maladie infectieuse avec succès. Une maladie déjà enclenchée. Il a eu un rôle majeur pour la rage, même s'il s'est retiré, mais il n'a pas voulu signer le papier de Pasteur sur la rage, mais c'est lui en fait qui est le cerveau derrière. Et puis il a aussi eu, comme vous l'avez souligné, un rôle majeur pour défendre Pasteur au moment de sa supercherie pour la vaccination contre le charbon. Parce qu'il n'a pas mentionné à l'époque qu'il avait utilisé un antiseptique. Ça a été dur pour lui. Et Toussaint, après avoir attaqué aussi vivement Toussaint, il n'a pas mentionné. Mais 2 ans plus tard, comme vous l'avez souligné, ils ont fait 2 petites communications pour dire qu'en fait, ils ont utilisé un antiseptique en plus. C'était malin. Et le problème de cet antiseptique, c'est qu'il tuait, comme vous l'avez dit, les spores. Lorsque l'on cultive à 43 degrés, on perd les plasmides de virulence. Mais les spores, elles, ne les perdent pas. Pas du tout. Il faut détruire les spores pour ne pas tuer les animaux avec les spores elles-mêmes. Donc voilà les grandes découvertes. Puis alors il y a une découverte majeure, c'est avec Yersin. La découverte de la toxine elle-même est une découverte très très importante. C'est la première fois qu'une bactérie, on pensait que les infections étaient dues à la prolifération de bactéries, et c'est la première fois qu'on montrait qu'une bactérie avait un poison qui agissait à distance. Et le concept